Salut à tous, c'est Kacho et Kachix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite des vidéos top bilan de l'année 2025. Et cette fois-ci, on va attaquer les équipes clans. Justement, une division qui a été éclatée, totalement rincée. Franchement, c'était nul, hein. Pourtant, il y avait des promesses, ce qui est assez malheureux. Mais il y en a quand même qui ont réussi à sortir du lot, d'où ce top. Et je vais commencer par les mentions honorables telles que la division par équipe de SmackDown qui a régalé en ce début d'année avant l'arrivée des infâmes Wyatt Six. Ensuite, Toxic Attraction qui a bien dirigé la division féminine de NXT avec Jessie Jane en leader. Et enfin les Kabuki Warriors qui vivent un renouveau avec l'histoire et le rapport Asuka et Kairi qui est assez spécial et intrigante. Nous allons maintenant passer au top 5 et voir qui va succéder à la Bloodline en 2022 et 2023 et au duo Bianca Belair et Jade Cargill en 2024. Sans plus attendre, c'est parti. Numéro 5, Brody Doe. Si on m'avait dit il y a quelques mois que Bandido et Brody King formeraient une vraie équipe, franchement, j'aurais pas cru. Déjà de base, ils ont été mis ensemble dans des combinaisons de matchs par équipe random dans les dynamites, comme Buddy Matthews était blessé dans la team de Brody King. Et franchement, j'ai envie de dire heureusement parce que juste après, ils ont été mis dans un tournoi par équipe pour affronter le Hurt Business à Forbidden Door. Mais je disais que bon, c'est une équipe créée à l'improviste juste pour remplir la carte. Mais je me rends compte en fait que les deux ils collent plutôt bien. Ça fait partie des équipes qui sortent de nulle part mais qui apportent vraiment un truc vraiment super. Et en plus, la surprise, c'est qu'ils finissent par remporter les championnats à Forbidden Door nouveau champion. Donc c'est vraiment un bel accomplissement pour ce duo qui n'existait même pas depuis 2 mois pratiquement, j'ai envie de dire. En plus, ils ont une bonne alchimie, ils continuent à faire de bons matchs et de bonnes défenses à Dynamite. Ils réussissent à conserver des titres là où on les attend pas, comme par exemple contre Okada et Takeshita. Tout ça pour malheureusement perdre contre FTR à Full Gear. Franchement, merci Bandido et Brody pour la régalade, mais vous ne pourrez pas être plus haut parce que ça fait moins de 6 mois que vous êtes là, mais en tout cas, être dans ce top, c'est déjà une très bonne place. Numéro 4, les Death Riders. Ça partait bien en fin d'année dernière, mais après c'est devenu nul parce que ça voulait en faire trop avec les histoires de sacs en plastique ou d'empoisonnement au javel, ça devenait n'importe quoi. En plus avec le règne de Moxie qui n'a clairement pas aidé. Mais depuis Double or Nothing, c'est devenu intéressant en fait. Là c'est juste la violence, c'est le groupe antagoniste numéro 1. Et là on sentait vraiment un danger où vraiment tous les babyface se regroupaient contre eux et ça c'est très bien. Après All In on pouvait se dire que c'est fini, mais logiquement ils ont repris la rivalité avec Darby Allin. Et même en termes de violence, ça reste efficace. Par exemple les stomps sur les chaises, bon, ils balancent Darby Allin à travers des feux, mais bon, c'est une habitude à AEW, la culture de trop, c'est une habitude dans cette compagnie de toute façon. On a chaque membre qui est important, Wheeler Yuta qui a trouvé sa place, Cesaro qui est le bras droit, Mariana Shafir. On lui a enfin trouvé une bonne place à la AEW, suffit juste qu'elle ne parle pas et qu'elle ne catch pas, et c'est top. Et Yapa qui est revenu avec un nouveau look, vraiment qui colle très bien à la DA. Et Daniel Garcia, bon, c'est le seul défaut de casting, on va dire. Visiblement, le groupe est parti pour perdurer avec John Moxley qui est sur un siège éjectable. À voir ce que ça va donner, mais ils ont eu une demi-année plutôt efficace au point de rattraper la chiasse qu'il y a eu au début. Numéro 3, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Au début, la formation était bizarre parce qu'on avait Alexa Bliss qui rapprochait Charlotte. On ne sait pas trop pourquoi. Surtout que bon, à ce moment-là, Charlotte était en perte de vitesse après avoir perdu à WrestleMania contre Stratton et Alexa Bliss qui cherchait toujours sa place. Mais au fur et à mesure du temps, c'était plutôt intéressant, plutôt intriguant et elles ont développé un plutôt bon rapport, même si au début on prétendait que c'était temporaire, qu'elles n'étaient pas amies, etc. Mais elles ont réussi à dégager une sympathie naturelle, l'équipe était plutôt cool et ainsi que leurs interactions, donc là c'était très efficace. Parti, comme j'ai dit au début, d'une équipe qui sort de nulle part mais qui bizarrement marche. Elles sont arrivées jusqu'à remporter les ceintures par équipe à SummerSlam pour nous prendre le meilleur règne par équipe féminin de l'histoire de WWE depuis Sasha Banks et Bayley.
Même si Bianca Belair et Jade Cargill avaient fait le taf l'année dernière, mais Charlotte et Bliss c'est mieux. Surtout que ça a permis de faire revivre un peu la division par équipe féminine. Il y avait de bonnes affiches, il y avait de bonnes défenses en weekly. Même si elles ont fini par perdre contre les Kabuki Warriors, mais elles gardent quand même un bon rapport. Et même si on imagine que ça ne durera pas longtemps, en tout cas ce fut une belle surprise cette équipe cette année. Numéro 2, les Hardy Boys. Je me suis tapé l'expérience sociale qu'on appelle TNA et je me suis rappelé qu'en fait les Hardy c'est la meilleure équipe de tous les temps. Franchement c'est des GOAT. C'est toujours aussi bien de les voir, ils sont toujours aussi colorés, toujours aussi excitants à voir et franchement malgré que les deux aient à peu près la cinquantaine, ils arrivent à bien se débrouiller par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Déjà ils proposent des affiches plutôt sympas en weekly contre diverses équipes et on voit vraiment que c'est les vrais stars de TNA si ce ne sont pas les seuls stars à ce moment là. Ils font quelques coucou à la WWE pour faire plaisir. Bon c'est NXT mais bon on prend quand même Et ils ont un mini programme avec Fraxium pour montrer qui est la meilleure équipe du monde, lol. Bon heureusement la logique a fait qu'ils ont gagné et qu'ils sont clairement meilleurs que cette équipe. Ils perdent des ceintures par équipe pour la première fois contre les frères Ziggler, mais heureusement peu de temps après, il y a eu un équilibre à cet anniversaire où ils ont récupéré les titres. Ils ont remporté les ceintures par équipe de NXT également. Bon, tu es une équipe, tu as 30 ans d'existence, mais tu gagnes la ceinture d'une branche de développement et tu es content. Bon, écoute, il y a quelque chose qui va pas, mais bon. Ils ont quand même fait un dernier duel contre les Dudley Boys, qui était un bon match restore en nostalgie. Et là, ils continuent à faire leur bonhomme de chemin à la TNA. Et franchement, les Hardy, c'est la chose positive de cette expérience TNA. En plus, il n'y a pas longtemps, ils ont participé à un stream avec Kate Sena. Si ça, c'est pas être des stars, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. On voit vraiment qu'ils sont dans une dernière tournée. Parce que partout dans le circuit indépendant, ils gagnent plusieurs ceintures. Histoire de se faire la main. Et c'est un signe qui montre qu'il faut vraiment profiter au maximum de ces deux-là. Numéro 1. Le Hurt Business. Ce clan, c'est vraiment l'excellence en termes de division par équipe en 2025. Déjà que leur run était une déception à la WWE, ils arrivent à la AEW. Bon, après c'est du fan service, mais c'est du très bon fan service. Ils sont bien pris au sérieux avec le trio original MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et en début d'année, ils remportent les ceintures par équipe pour nous apporter vraiment le meilleur règne tag team depuis longtemps en fait. Et ça, bravo à eux. Ils sont très forts, ils ont un règne dominant. Et il y a des gens qui vont dire que ouais, leur match c'est pas bon, c'est que des squash, etc. Que c'est pas une vraie équipe. Déjà de 1, c'est deux individualités qui se complètent. Donc oui, c'est une équipe. Ils ont une bonne dynamique d'équipe qui est différente des autres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Et de 2, encore heureux, il faut des équipes qui expédient leurs adversaires pour montrer à quel point ils sont trop forts en fait, parce que c'est le cas. Ils massacrent des adversaires divers et variés pour augmenter le prestige de ces ceintures, au point où il y a de la compétition qui est créée entre toutes les équipes pour pouvoir affronter et avoir une chance de détrôner le Hurt Business. En plus, il y a eu un tournoi spécialement pour eux. Ça, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Ils n'ont pas de temps à perdre avec vos soi-disant bangers de 40 minutes qui ne veulent rien dire. Eux, ils sont là, ils massacrent des gens, point. Ils sont là pour leur business. We hurt people. Ça n'existe pas pour rien. Même si entre-temps, ils ont permis à MJF de faire partie du clan. Mais bon, ça, je vais pas en parler. C'est une perte de temps en plus d'un défaut de casting. En plus, leur règne a permis de crédibiliser une nouvelle équipe naissante en les personnes de Brody Doe. Et là, ils ont en plus crédibilisé le clan de la Ricoche. Donc, ils apportent quand même quelque chose dans cette division par équipe. Et franchement, merci le Hurt Business d'exister. Parce que sinon, je sais pas si la division par équipe de l'AEW serait à l'état qu'elle est aujourd'hui. C'est ainsi que s'arrête la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à commenter aussi vos équipes favorites de l'année 2025. Et on se retrouve pour un nouveau top consacré à la division féminine cette fois qui sortira la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!